Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, bienvenue dans Dialogue Citoyen. C'est parti pour une heure d'échange. 6 citoyens, citoyennes connectés depuis les 4 coins du pays, 3 sénateurs et sénatrices élus de divers territoires, tous venus dialoguer et réfléchir à notre rapport au travail. Car il a changé, ce rapport, depuis le Covid, vous l'avez peut-être remarqué pour vous-même ou pour vos proches. Travailler de chez soi, travailler moins, travailler en y trouvant plus de sens. La crise sanitaire a bouleversé les individus et le monde de l'entreprise. Sommes-nous en pleine révolution ou dans une illusion de révolution? On va se poser la question tous ensemble, élus et citoyens, et on va voir si les mentalités et les lois doivent évoluer. Cet échange, vous pouvez bien sûr le suivre sur les réseaux sociaux de Public Sénat, #Dialogue Citoyen sur Twitter. Avant de vous présenter tous nos invités, je voudrais que l'on découvre ensemble quelques images de la nouvelle vie de Charlotte Gauge. Avant, son quotidien, c'était la région parisienne. Aujourd'hui, c'est le soleil du Sud. Et tout cela, grâce à quoi? Grâce au télétravail, regardez. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 44 ans, je suis mariée, maman de 2 petites filles. Et je témoigne aujourd'hui parce qu'il y a un an, mon mari et moi, on a décidé de changer de vie. Il y a 2 mois, on a emménagé à Aix-en-Provence, alors que moi, je continue à travailler sur Paris 3 jours par semaine. Donc l'expérience est encore extrêmement récente, on a 2 mois de recul, mais en tout cas, aucun regret. Je me dis à chaque fois que je suis ici que j'aurais dû vivre toute ma vie ici, donc c'est en tout cas une évidence. Bien sûr, il y a des obstacles, bien sûr, il y a des contraintes, mais en tout cas, voilà, c'est un choix de vie que toute la famille apprécie beaucoup. L'expérience est très très positive. On est très heureux en tout cas d'avoir eu le courage de le faire. Et on va voir tout cela en détail avec vous, Charlotte Gauge. On vous retrouve en direct. Merci pour ces images. Vous avez 44 ans, vous êtes donc en couple et vous avez 2 enfants. Ce qui a révolutionné votre vie, on l'a compris, c'est le télétravail forcé au départ par le Covid. Vous êtes responsable de marque dans un groupe de cosmétiques et vous le restez. Sauf que maintenant, vous le faites en partie à distance depuis Aix-en-Provence. Vous nous direz comment vous vous êtes organisé. Alexis Bertel est également avec nous. Bienvenue. Vous avez 29 ans. Vous venez de Chambéry. Vous êtes directeur des ressources humaines chez Pantera. C'est un groupe spécialisé dans la sécurité des biens et des personnes dans les pays de Savoie. Vous gérez 500 agents. Vous observez un vrai changement de comportement des salariés depuis la crise sanitaire. Vous nous direz ce qui se passe exactement. Marion Brideau, bienvenue à vous également. Vous avez 35 ans. Vous habitez avec votre mari et vos 2 enfants à Honfleur, en Normandie. Ce que la crise sanitaire a renforcé en vous, c'est votre besoin de redonner du sens à votre vie. Vous étiez au comité de direction d'une agence de pub. Aujourd'hui, vous êtes sophrologue, un métier tourné vers le bien-être. Vous avez créé un site, olima.fr, et vous allez nous en dire plus dans un instant. Avec vous pour dialoguer aujourd'hui sur ce plateau, Sophie Taillé-Polian, bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice écologiste du Val-de-Marne. Bonjour. Jérôme Bacher, bienvenue, sénateur LR de l'Oise. Et Ludovic Hay, bienvenue à vous également, sénateur En Marche du Haut-Rhin. Charlotte Gauge, on va donc commencer avec vous. Vous faites partie de ces salariés qui ont donc déménagé après la crise. Je précise que vous n'êtes pas un cas isolé. D'après le dernier baromètre de Malakoff Humanis, en Ile-de-France, le nombre de candidats au départ a presque doublé et près de 70% d'entre eux ont déjà amorcé le projet. Charlotte, vous pourtant, vous n'étiez pas vraiment une pro-télétravail. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en fait, je pense, comme tous les Français, c'est-à-dire que j'avais pas du tout été élevée, éduquée en tout cas dans des entreprises où le télétravail existait. C'était pas dans mes habitudes, je trouvais ça presque plus contraignant en fait qu'autre chose. Donc je me posais pas la question, je venais 5 jours sur 5, même si j'avais l'option d'avoir un jour de télétravail avant le Covid. Alors, il y a l'envie, l'envie de partir, et puis après, il y a la réalisation. Comment vous avez fait? Pourquoi Aix-en-Provence? Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, cette envie, elle existait depuis longtemps, mais le choix, je voulais pas faire de compromis sur en tout cas mon développement professionnel. Donc, on va s'en parler probablement, et notamment avec les sénateurs, mais c'est un vrai sujet puisque, en tout cas, moi, le job que je fais, il y a beaucoup plus de possibilités en région parisienne. Donc, comment on a fait? On a fait tout simplement, une fois qu'on a pris la décision, on a fait un petit tour de France dans des villes qui nous semblaient en tout cas être attractifs par rapport à nos besoins et surtout bien connectés à Paris, puisque l'objectif était de continuer, pour moi en tout cas, à travailler sur Paris. Donc voilà, on a choisi Aix-en-Provence de manière assez évidente. Quand vous vous êtes décidé pour de bon, comment a réagi votre entreprise? Alors, mon entreprise a très bien réagi, c'est-à-dire qu'ils ont soutenu le projet, ils ont porté le projet aussi en interne, puisque j'ai effectivement demandé un 3e jour de télétravail, puisque le cadre aujourd'hui de mon entreprise, c'est 2 jours de télétravail. Bon, ce cadre n'a pas
bouger. La réponse a été non, le cadre c'est 2 jours, donc si tu veux faire ce projet, pas de problème pour nous. Mais en revanche, ce sera dans le cadre. Donc voilà, pas de problème pour moi aujourd'hui. En tout cas, je le comprends très bien. C'est déjà une chance d'avoir le jour de télétravail. C'est ce qui m'a permis de changer de vie. Donc je suis très reconnaissante. Et je comme ça avec cet équilibre, 3 jours à Paris et 4 jours à Aix. Vous sentez que les lignes vont bouger aussi du côté de votre entreprise? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une pression de la part d'autres salariés? Vous avez été peut-être le premier cas pour eux, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'à un moment donné, il est possible, d'après vous, que l'entreprise soit un peu obligée de changer les règles quand même? Je pense que c'est déjà une étape là d'être passé de 1 à 2 pour eux. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je pense qu'on n'est pas prêt encore d'aller plus loin là dans un court terme, peut-être à long terme, mais ça, je pense que même eux ne savent pas exactement comment ça va évoluer. C'est pas vraiment un mouvement de fond, en tout cas au sein de mon entreprise. Je le sens beaucoup plus dans mon entourage. Effectivement, plein de gens connaissent d'autres gens qui font ce choix-là, plutôt des gens plus jeunes que moi. En fait, des gens de 40 ans dans ma situation professionnelle, j'en connais pas, pour tout vous dire. Donc c'est plutôt soit des plus vieux, soit des plus jeunes. Mais voilà, pas vraiment un mouvement de fond au sein de mon entreprise. Vous avez un message à passer aux élus qui sont avec nous? Parce que je sais que Jérôme Bacher veut vous poser une question, mais et vous aussi, apparemment. Sophie Taillé-Polian aussi, mais peut-être Charlotte, vous, qu'est-ce que vous attendriez de la part des élus de ce territoire? Ben, ça rejoint, je pense, bonjour à tous déjà, chers sénateurs, ravi de pouvoir échanger avec vous. Moi, ça rejoint le point que je mentionnais au départ, c'est quand est-ce qu'on arrive à décentraliser un peu ce pays? Comment on arrive à accompagner les entreprises pour que on puisse trouver des jobs un peu partout en France et pas uniquement en région parisienne. Bien sûr, ça dépend des jobs, bien sûr, il y a des jobs partout en France, mais en tout cas, il y a une vraie centralisation, je pense, qui est assez évidente pour tout le monde. Ouais, c'est juste Jérôme Bacher. Je voulais juste vous poser des questions très indiscrètes, c'est de savoir ce que fait votre mari et quel est l'âge de vos enfants pour pouvoir faire cela. Alors, mes enfants ont 5 et 9 ans. Mon mari travaillait dans un magasin de sport et lui, il a quitté son travail. Voilà. C'est une chose extrêmement importante, ce que vous venez de dire, car je crois que la mobilité familiale, ça suppose aussi une mobilité des enfants et du conjoint, de la conjointe. Sophie Taillé-Polian, vous vouliez aussi parler? Oui, non, mais c'est, comment dirais-je, j'avais des questions aussi par rapport à l'équilibre familial, parce que c'est vrai que comment, par exemple, vous logez sur Paris sur les 3 jours, etc. Parce que ce projet est complexe, c'est pas seulement on part, on y va, et puis il y a une bonne connexion Wi-Fi et tout va bien. C'est aussi, à un moment donné, trouver les moyens de pouvoir se loger sur Paris, pour l'instant, en tout cas, je sais pas, 2 nuits par semaine, de pouvoir aussi avoir une organisation familiale qui fasse que pendant qu'on n'est pas là, on est peut-être plus là les autres jours, mais on est moins là, donc voilà. Enfin bon. Mais après, nous, on ne méconnaît pas ça, hein, les sénateurs et les sénatrices. Ça fait déjà, je dirais, un moment qu'on fait 3 jours de travail au Sénat par semaine, et puis souvent 2 jours de travail dans les circonscriptions. Mais oui, il y a pas de. Moi, j'en fais 4 dans la circonscription et 3 au Sénat. Non, mais on voit que cette révolution est en train de toucher les citoyens. On voit bien comment c'est, et aussi, à un moment donné, quand on n'est pas là le soir, voilà, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prend le relais. Donc c'était un petit peu ces questions-là. Et après, si vous le permettez, Rebecca, je reviendrai sur la question de Madame par rapport à finalement l'aménagement du territoire. Ah oui. Alors Charlotte Gauche, peut-être dans un premier temps sur l'organisation, effectivement, le fait de venir sur Paris, c'est pas anodin pour vos enfants, c'est pas anodin pour vous? C'est pas anodin pour la famille, c'est pas anodin financièrement non plus. Hein. En fait, c'est un vrai choix de vie qu'on a organisé, c'est ce que je disais un petit peu dans le film d'introduction. C'est aussi des contraintes finalement, parce que c'est pas que les paillettes, les vignobles et le soleil. Hein, c'est ce que vous avez vu. Il y a aussi effectivement mon nouveau RER, c'est le TGV, et c'est des coûts évidemment, mais c'est en tout cas c'est en train de s'organiser, et c'est un choix qu'on a fait avec mon mari aussi. Alors juste pour vous répondre, effectivement, lui, on a décidé que lui quitterait son travail pour aussi être dans cette phase transitoire très présent auprès des filles. Puisque moi, j'allais être moins présente, c'était très important pour nous, puisque c'est quand même un vrai changement de vie, même si vous avez raison, elles ont 5 et 9 ans, c'est facile de changer de vie pour des enfants de 5 et 9 ans, néanmoins, c'est pas non plus anodin. Donc, le fait que mon mari soit là 100% du temps, c'est, je pense, la vraie différence aussi, en tout cas dans cette phase de transition et pour la première année d'installation.
Alors, Sophie Taillé-Polian, cette question peut-être de tous les jobs sont à Paris, comme le disait Charlotte Gauche, et ensuite je vous donne la parole, Ludovica, bien sûr. Oui, ce qu'on voit, c'est que effectivement, ça nécessite quand même des moyens, hein, une nouvelle équilibre financier et un niveau de revenu préalable. Bon. Alors, moi, j'entends complètement ce que vous dites par rapport à la concentration. Je pense que depuis une quarantaine, voire un peu plus d'années, on a travaillé l'aménagement du territoire dans ce pays et toute sphère politique confondue, avec une forme de polarisation, de métropolisation. On a tout mis en les endroits centres en se disant plus c'est gros, mieux c'est, plus c'est concentré, on va faire des économies d'échelle, etc., etc., etc. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à la limite de ce modèle-là et qu'il faut travailler à un réaménagement du territoire complet avec le fait de réinvestir les territoires, et tous les territoires et tous les types de territoires. Et c'est vrai que c'est vraiment... On n'est pas là du tout pour faire comment dirais-je, la promo pour sa boutique son politique, parti. mais les écologistes, on pense vraiment que c'est le local, c'est agir local, c'est penser local, c'est produire local. Donc il y a tout un tissu économique à reconstruire, mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas un truc qu'on décrète comme ça, hein. Mais pour faire en sorte que les bassins de vie soient mieux répartis sur le territoire, qu'on arrête de mettre le paquet sur les pôles de compétitivité, les pôles de ci, les pôles de ça, et que donc on puisse chacun et chacune construire notre vie dans un bassin de vie qui soit accueillant, agréable, et dans des logements confortables, parce qu'en plus le fait de tout centraliser au même endroit, on a des logements petits, inconfortables, et on l'a vu en région parisienne. Moi, je suis élue de région parisienne, du Val-de-Marne, donc voilà, banlieue, et on le voit, les logements qui sont construits sont de plus en plus petits, et ils sont pas confortables, il n'y a pas la qualité de vie, c'est pas un modèle qui est soutenable. Ludovica. Oui, je crois que pour répondre à la question de Madame Gauge, effectivement, aujourd'hui, on voit déjà qu'avant toute chose, c'est déjà un aménagement de l'organisation familiale, hein. L'un des deux dans le couple a dû faire un choix. Oui, ça demande des sacrifices. Suivre, c'est un sacrifice également. Ouais. Je crois que pour répondre également à la décentralisation du pays, c'est aussi de prendre des points de chute qui sont bien desservis. Donc effectivement, là, c'est le cas d'Aix-en-Provence. Je regrette que Madame n'ait pas choisi l'Alsace, mais on est bien desservi également sur l'Alsace. Il faut une vraie couverture numérique, ça on ne le dit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lieux qui pourraient se prêter évidemment au télétravail, mais qui ne sont pas couverts, soit par la fibre et qui ne permettent pas effectivement un travail à distance. Et puis enfin, c'est peut-être avant toute chose, c'est d'avoir une fonction qui le permette, hein. Il faut une fonction d'entreprise. Tous les métiers ne sont pas éligibles au télétravail et effectivement, ce sont généralement des cadres supérieurs. Ça pose tout un tas de questions et Charlotte Gauche, n'hésitez pas si vous souhaitez réagir dans cette demi-heure. On va s'adresser maintenant à Alexis Bertel. Vous, la demande de télétravail, c'est un peu devenu votre quotidien, sauf que vous la subissez, cette demande côté RH, et c'est un peu moins réjouissant. Les salariés ont un peu changé leur rapport à l'employeur, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, pour préciser également, je préside l'Association nationale des DRH sur les deux Savoies. Et donc je peux avoir un échantillon précis sur les deux départements de ce qui se passe également. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 50% des emplois qui sont télétravaillables et 50% des emplois qui ne le sont pas. La norme aujourd'hui, pour un poste qu'il est, c'est effectivement de demander du télétravail, hein. C'est la plupart des choses qu'on voit arriver, des demandes qu'on voit émerger de la part des salariés. J'irais même plus loin, des fois ça va même jusqu'à une exigence. Mais c'est ça qui est intéressant. Racontez-nous peut-être votre vécu côté RH. Est-ce que ça déstabilise l'entreprise ? Est-ce que c'est parfois pénible ? Est-ce que pour vous, c'est une vraie galère ? Et est-ce que pour les managers, c'est une vraie galère de gérer ce présentiel, distanciel, cette nouvelle demande des salariés ? Alors effectivement, c'est une galère si ce n'est pas encadré. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, et beaucoup d'entreprises l'ont fait, ont mis en place soit des accords télétravail, soit des chartes télétravail, où tout ça est encadré. Donc on encadre notamment le jour maximum, les journées maximum pouvant être télétravaillées dans la semaine, les plages horaires au cours desquelles les salariés peuvent être, par exemple, sollicités. Et tout ça, je rappelle quand même, dans les intérêts de l'entreprise et dans les intérêts collectifs. C'est pour ça que des fois, on peut avoir des difficultés, notamment en matière de management, sur les demandes un petit peu individuelles, notamment sur les jours de télétravail souhaités par certains salariés. Parce que l'objectif également aussi du télétravail, pour que ça soit une réussite, c'est de maintenir cette cohésion d'équipe, maintenir également tout ce qui va autour et maintenir la performance collective en plus des performances individuelles. Vous avez employé une expression assez intéressante, vous avez dit « les salariés l'exigent ». Est-ce que ça veut dire que derrière tout cela, il y a aussi un rapport de force qui a un peu changé entre l'employeur et l'employé ? Alors, ce rapport de force, moi je l'identifie surtout à l'embauche.
C'est-à-dire dès lors qu'une annonce se met en place, dès lors qu'on recherche un candidat, on voit que les candidats n'hésitent pas à refuser un poste qui ne peut pas être télétravaillable ou vont même avec ces exigences-là, au-delà de la rémunération, au-delà des conditions de travail, et font un focus sur l'organisation de travail et sur le télétravail, effectivement. Après, Oui, pardon, je vous laisse terminer. en interne, on voit des demandes, moins des exigences, puisque la relation contractuelle est déjà établie, il y a déjà un lien de confiance établi. On le ressent moins, mais c'est vraiment à la base, dès le recrutement, que ces exigences apparaissent. Alors, Alexis Bertel, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que si on en est arrivé là, c'est pas aussi parce que finalement les gens n'étaient pas si bien que ça au boulot? Est-ce qu'il y a un peu de remise en question, côté RH, côté direction, en voyant tous ces gens qui finalement préfèrent bosser de chez eux? Alors oui, pour remonter un petit peu le fil, avant 2019, beaucoup d'entreprises indiquaient à leurs salariés que ce n'était pas possible de télétravailler. Et puis au mois de mars 2019, ils se sont vite aperçus qu'effectivement, il était possible de télétravailler dès lors qu'on y mettait les moyens, donc c'est-à-dire un ordinateur portable, un téléphone portable, une connexion et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises sont équipées pour télétravailler. Et c'est pour ça que d'un point de vue individuel, c'est pour ça que je parle beaucoup aussi de l'individualisation des demandes. C'est difficile de comprendre que telle ou telle chose n'est pas acceptée, que tel jour n'est pas accepté. Mais c'est vraiment pour remettre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt du collectif au-dessus de tout ça, dans le but de pérenniser l'entreprise, d'avoir une organisation permettant la continuité du service, ce genre de choses. Alors, ce que vous dites fait beaucoup réagir les sénateurs et sénatrices en plateau. Par souci d'équité, je vais commencer par vous, Ludovic Hay, puisque vous avez patienté tout à l'heure gentiment. Oui, pour répondre à M. Bertel, c'est très très intéressant parce qu'effectivement, il faut voir aujourd'hui le télétravail comme une facilité et pas comme une finalité. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'entend effectivement que c'est une exigence au même titre que l'exigence salariale, au même titre que les tickets restaurants, l'existence d'un CE. Les jeunes aujourd'hui arrivent dans une entreprise en demandant combien de jours peuvent être télétravaillés. Et je crois que si on le prend vraiment comme une facilité et pas comme une finalité, il faut être capable de faire ses preuves. On l'a dit, c'est quand même si la technologie apporte beaucoup dans le télétravail, on doit aussi, c'est quand même énormément basé sur la confiance. Et je crois qu'il faut aussi faire un temps. C'est-à-dire, pour être précis, ça veut dire qu'il faut prendre ça avec prudence, évolution avec prudence? Il faut prendre cette évolution avec prudence. La technologie le permet, mais encore une fois, il faut pouvoir un peu faire ses preuves aussi en entreprise au préalable avant de pouvoir justifier d'un travail exclusivement à domicile. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi l'encadrer par des textes? Parce qu'on voit des entreprises, en gros, qui se débrouillent toutes seules. Alors, il faut l'encadrer, mais moi, je vous le dis aussi tout de suite, parce que ça va peut-être répondre à un certain nombre de remarques. Je ne crois pas au télétravail total à domicile. Ce n'est pas possible. Le DRH, le directeur des ressources humaines que vous êtes, en sait quelque chose. Il faut pouvoir aussi avoir des gens en présentiel pour organiser des réunions, pour monter des groupes de travail, et tout cela, ça n'est pas possible à distance. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites. On estime qu'au-delà de 2 jours et demi de télétravail, ça devient compliqué dans la gestion même de l'entreprise. Voilà. Alexis Bertel, vous voulez peut-être réagir à ce qui vient d'être dit? Alors aujourd'hui, la position de l'Association nationale des DRH, elle est claire. Effectivement, le full télétravail, le télétravail à temps plein est fortement non recommandé. Aujourd'hui, l'idéal, c'est de faire 2 jours, effectivement, comme dit monsieur le sénateur, 2 jours de télétravail, 3 jours en présentiel. Parce que derrière, ça peut apporter tous les dangers qu'il peut y avoir. Donc, voilà, quelqu'un complètement en dehors de l'entreprise, on aurait presque l'impression que la personne est en freelance, plus aucun sentiment d'appartenance, potentiellement moins de motivation. Et surtout, ce qui est important, qu'on ne pense pas forcément, ça voudrait dire qu'on pourrait délocaliser l'ensemble des emplois qui sont 100% télétravaillables. Donc là, ça implique d'autres problématiques. Alors, Charlotte Gauche veut aussi réagir et je vous promets que je vous donne la parole juste après. Charlotte Gauche. Non, ce que je voulais simplement dire sur ce qui a été dit, c'est que le télétravail, c'est d'abord une relation de confiance. Je pense que c'est ça qu'on a appris aussi avec le Covid, puisqu'on était contraints, forcés. Il a fallu aussi faire confiance à ses équipes, que mon manager me fasse confiance, et ça marche en fait. Ça marche vraiment. On est très, très efficace en télétravail. Je partage le point de vue du sénateur qui dit qu'un full télétravail, ça n'a pas de sens. Il faut garder le lien physique, les relations off, voilà, tout ce qui fait aussi la communication orale et physique est importante. Mais le télétravail, ça fonctionne vraiment et effectivement, il faut un cadre. Mais je pense qu'il y a 0 risque, ni pour l'efficacité de l'entreprise et la productivité, bien au contraire, ni pour le sentiment d'appartenance à une entreprise. Le maître mot, c'est la confiance, Jérôme Bascher. Est-ce que les employeurs ont tendance à ne pas faire confiance à leurs salariés? Voilà, ils ont été obligés de faire confiance. Donc au moins, c'est contraint et forcé que l'expérience se fait.
pour avoir mis en place... Après des années de non-confiance quand même. Oui, mais moi j'ai mis en place dans mon département le télétravail. Donc j'ai regardé de près les études qui n'ont pas changé. Hein. Depuis le Covid à avant, c'est bien 2 jours qui est aujourd'hui l'optimum. Mais pourquoi on fait du télétravail? C'est pour du confort du salarié ou est-ce que c'est pour aller chercher des nouvelles productivités? Il faut se poser vraiment la question de quel est l'intérêt du télétravail. À qui parle-t-on quand on dit d'intérêt du télétravail? Mais quand bien même ce serait que le confort du salarié, c'est important aussi. C'est important, mais on le voit bien, parce que j'ai admiré la remarque de M. Bertel sur aujourd'hui, on nous demande le télétravail. Mais il y a 20 ans, on ne s'en souvient pas assez, parce que vous n'étiez pas aux affaires, M. Bertel, forcément, c'était la même chose sur les 35 heures. Comment fait-on pour négocier quand on était cadre? On arrivait, on disait, comment avez-vous mis en place votre accord des 35 heures? Et on commençait comme cela, mais on était aussi comme aujourd'hui, dans une situation où le chômage était bas. Et donc, là où celui qui arrive a un pouvoir de négociation sur les personnes qualifiées. Et c'est bien là le sujet. Les personnes qualifiées aujourd'hui font des avantages comparatifs, demandent ici ou là ce qu'ils peuvent obtenir, mais ce n'est pas le même cas pour toute une partie de la population. Vous l'avez dit vous-même, M. Bertel, on estime que 50% des jobs sont télétravaillables. Il y a les 50 autres pourcents. Il y a d'autres choses que la crise Covid a bousculées et je vais me tourner vers vous, Marion Bridot. De votre côté, la crise vous a donné envie de vous réaliser autrement. Vous aviez besoin de donner plus de sens à votre métier et vous êtes passé du comité de direction d'une grande agence de pub à sophrologue, un métier du bien-être pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc pas anodin d'ailleurs comme direction. Parlez-nous d'abord de cette quête de sens, c'est ça? Vous étiez en quête de sens? Je ne sais pas si vraiment j'étais en quête de sens, mais pour rebondir peut-être sur ce que disait Charlotte au début de l'émission, je me suis pas réveillée un matin en me disant que j'avais envie de faire autre chose. Je pense que j'ai toujours eu cette conscience dans le fond quand j'étais cadre que être un peu dans le sureffort quand même 70% de son temps pour espérer profiter des 30% restants et vivre à ce rythme-là, c'était pas ce que je voulais à long terme, mais le rythme étant ce qu'il est et l'exigence du quotidien étant ce qu'elle est, on est emporté là-dedans et on remet à demain la question de se dire bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Et quand le Covid est arrivé, moi je me suis retrouvée confrontée en fait, je pense, à une espèce d'incertitude du lendemain qui a justement généré cette urgence de faire. On peut plus se dire on verra demain. Et en parallèle de ça, le confinement, je trouve, a créé quelque part l'espace et le silence nécessaires pour faire. Parce que on l'a évoqué dans l'émission, justement, le fait que beaucoup de gens ont utilisé cet espace pour beaucoup s'investir dans leur travail, ce qui a généré de la fatigue et plein de problèmes de surmenage et de stress. Moi, c'est vrai qu'un peu spontanément, cette bulle de temps qui a été économisée via les transports, la réunionite et tout le reste, je l'ai un peu naturellement réinvesti en fait dans d'autres choses que le travail. Donc je me suis alimentée d'autres choses, je me suis formée d'abord pour moi, pour ma famille, et puis à un moment donné, tout ça accumulé m'a fait dire bon voilà, ça y est, je suis prête, je peux faire autre chose. Donc je dirais que mais là aussi, il y a quand même une question, Marion Bridot, c'est comment vous avez fait? Parce qu'il y a l'envie, puis il y a la réalisation. Comment avez-vous fait? Ouais, là aussi, je veux bien rebondir sur ce que disait Charlotte, parce que c'est effectivement pas des choix anodins. Donc, d'autant que moi, j'ai changé de métier, mais j'ai aussi changé de ville, puisque je travaillais en région parisienne et je suis partie en Normandie. Donc, je me suis beaucoup formée, et ça, je suis très reconnaissante, parce que j'ai un employeur qui m'a aussi accompagnée là-dedans, qui m'a permis de prendre du temps pour faire ces formations. Et puis après, il y a des concessions financières. Donc, j'ai vendu mon appartement, j'ai vendu ce dont je n'avais pas besoin. Je vis sur un rythme de vie et des exigences aussi qui sont revues à la baisse. Mais parce que, voilà, j'estime qu'aujourd'hui, mon essentiel est ailleurs. Et voilà, et j'ai pris mes enfants et on est parti avec mon conjoint dans une petite maison en Normandie. Vous parlez de vos enfants. En préparant cette émission, vous nous avez aussi dit que vous aviez peut-être envie de transmettre un autre modèle à vos enfants. Est-ce que ça fait partie des choses qui vous ont motivé aussi, de montrer autre chose qu'une maman qui travaille 15 heures par jour ou pas? Oui, absolument. Enfin, il y a deux choses. C'est que j'ai eu envie effectivement
leur raconter plus tard en fait, je trouve que dans tout ce qu'on se dit dans cette émission, il y a quand même une notion de notre gestion du temps et de l'espace, et du coup, comment ça impacte notre relation d'une part au travail et d'autre part à notre vie personnelle. Et moi, j'ai envie dans les choix que j'ai faits récemment, de maximiser cette liberté de gestion du temps et de l'espace. Ça ne veut pas dire que je travaille moins, mais ça veut dire que je suis maîtresse du rythme. Et du coup, je me sens mieux pour ça. Donc, j'avais envie de leur transmettre quelque part cette liberté. Cette vision positive, cette liberté de choix quelque part, oui. Il y a peut-être même, alors là c'est là que je vais me tourner vers nos élus ici présents, mais il y a presque un changement générationnel, Sophie Taillé-Polian. Il y a peut-être un message à envoyer presque à nos enfants et nos petits-enfants, aux générations futures, sur le rapport au travail. Je pense qu'il y a d'une part le rapport au travail, et puis je pense qu'il y a aussi là ce que dit Madame, beaucoup aussi le rapport au mythe de la consommation comme étant l'absolu. Et je pense qu'on est au bout, on est dans l'essoufflement un peu de ce modèle consumériste, mais qui n'est pas si ancien d'ailleurs, parce que quand on regarde un petit peu des films faits dans les années 70 qui décrivent la vie, on voit des intérieurs avec beaucoup moins d'objets, beaucoup moins de choses, beaucoup moins... Et pour autant, des gens qui n'ont pas l'air si malheureux que ça. Donc, je dirais que peut-être qu'on est au bout aussi de ce modèle-là, archi-productiviste, où il faut produire avant tout, et où ce qui compte, c'est peut-être plus à la fois dans un collectif qui est un peu restauré, réparé, que chacun puisse retrouver son équilibre, son projet, etc., et s'y épanouir individuellement. Alors, encore une fois, ça a été dit par Jérôme Bacher et par mon collègue aussi, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Évidemment, et il faudrait pas non plus que là se crée une nouvelle inégalité entre celles et ceux qui d'un côté peuvent quelque part modeler un peu leur rapport au temps, leur rapport à l'espace, parce que soit ils ont un capital culturel, social ou financier, et puis d'autres qui seraient vraiment dans le fait de subir tout le temps, subir le lieu où ils habitent, subir le boulot qu'ils ont, le temps partiel, subir les petits salaires, etc. Donc, mais je crois qu'on est vraiment au bout de ce modèle aussi archi-consumériste, et c'est plutôt une bonne chose. Jérôme Bacher? Non, moi je reviens vraiment sur ce qui est intéressant dans le cas de Marion Bridot, c'est l'idée qu'elle a choisi de retravailler sur place. Elle déménage et elle choisit de travailler sur place en changeant de métier, etc. en fleurs. Là encore, j'ai envie de dire, votre compagnon, il vous suit. Il a changé de métier lui aussi, où il fait où il prend le train, la voiture, et est-ce qu'il a un bilan carbone excellent Alors, Marion Bridot. Oui, alors en fait, effectivement, j'ai décidé de travailler sur place. La réalité, c'est que je travaille quand même encore beaucoup pour Paris. Alors, soit en visio parce que ça marche bien, soit je me déplace. Comme Charlotte, Honfleur, c'est pas non plus complètement un hasard. C'est à 2 heures de train de Paris. Et mon mari, du coup, il fait comme ça aussi. Il va en train à Paris environ une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Il est indépendant, donc ça s'inscrit aussi dans notre projet de vie et dans cette envie qu'on a tous les deux d'avoir cette liberté, pour autant qui est encore une fois pas sans contrainte, puisqu'il faut entretenir. Jérôme Bacher. Non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on choisit ses contraintes. Moi, ce que je comprends des uns et des autres, c'est vous avez choisi vos contraintes. Vous préférez potentiellement vivre, plus à la campagne, je peux le comprendre, moi-même. Voilà. J'habite l'Oise, je sais pourquoi, et je vais à Paris en train, et donc c'est un choix aussi assez facile, mais bon, moi j'y suis né, donc c'est plus simple. Mais vous avez internalisé d'autres contraintes de garde d'enfants, de transport et de temps partagé, parfois de sacrifices salariaux, l'une pour son mari, l'autre parce que vous avez sans doute, en choisissant d'être sophrologue, perdu un petit peu d'argent, en tout cas vous donnez moins d'argent aux impôts, ce qui est peut-être différent, mais c'est aussi des vrais choix, mais ce choix-là, il se fait aussi en aménagement du territoire, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça ne fonctionne que si vous êtes à 2 heures ou à 3 heures de Paris. Et quand on regarde la carte des invités de tout à l'heure, moi, j'ai regardé, c'est les lignes de TGV, hormis Honfleur, mais c'est vrai, Honfleur le mérite bien, mais vous êtes à 2 heures ou à 3 heures de TGV, de transport public. Au-delà, vous ne le faites pas, ce qui peut compliquer la vie. Oui, non, juste pour dire, en complément de ce qu'a dit Jérôme Bacher, c'est vrai qu'on a beaucoup investi dans ces lignes à grande vitesse, mais peut-être aussi au détriment des petites lignes dans des endroits plus ruraux.
Donc il faut vraiment qu'on se pose cette question de réaménagement global et que le confort des uns ne soit pas et que le confort des uns ne soit pas sur la base de l'appauvrissement et de l'éloignement des autres. Donc un nouvel équilibre territorial national à trouver. Merci à tous les trois d'avoir témoigné dans Dialogue Citoyen. Merci de vous être livrés à nous et de nous avoir fait partager une partie de vos vies. On va poursuivre l'échange avec nos prochains invités et on va se poser une question. Cette révolution que connaît le monde du travail est-elle possible pour tous ? Vous avez probablement tous la réponse. Clairement non, en tout cas pas encore. Pas pour Charlène Simonin, par exemple. Télétravail, déménagement, quête de sens, tout ça, c'est impossible pour elle. C'est même un luxe d'y penser parce que son quotidien, c'est plutôt de réfléchir à comment finir le mois. Elle a accepté de partager cela en images. Bonjour, je m'appelle Charlène, j'ai 34 ans. J'habite dans les Hautes-Alpes où je travaille à l'ADMR en tant qu'auxiliaire de vie à domicile. Mon salaire varie entre 900 et 1000 euros selon les heures effectuées. C'est un métier où j'ai appris à gérer mes finances en m'aidant d'un support, d'un tableau style Excel qui me permet en fait de noter toutes mes dépenses fixes par mois et ainsi de budgétiser tout le reste une fois que ce que j'avais à payer est parti afin d'arriver à une fin de mois sans découvert. Chaque centime est important. C'est un métier que j'adore. Pas tellement compatible avec le télétravail ou la diminution des horaires. Et oui, on va voir ça en détail avec vous. Bonjour Charlène Simonin, merci d'être avec nous en direct. Merci pour ces images. Vous avez 34 ans, vous êtes donc auxiliaire de vie à domicile dans les Hautes-Alpes. Donc par définition, vous l'avez dit, le télétravail n'est pas possible. D'ailleurs, même cette question de distanciation physique qu'on a prônée pendant la crise, ça vous a bien fait rire à l'époque. En clair, la révolution du travail, pour l'instant en tout cas, vous passez complètement à côté. Et on va en parler ensemble dans un instant. Michel Hermet est également avec nous, bienvenue. Vous avez 68 ans, vous êtes patron d'un restaurant à Nîmes. Vous avez 40 ans de métier et vous assistez à cette révolution avec un peu d'effroi. Dans la restauration, trouver des employés fiables, c'était déjà compliqué avant, mais là, vous n'avez jamais vu ça. Vous avez l'impression qu'on a même perdu le goût de l'effort dans ce pays. Vous nous direz pourquoi. Olivier de la Clergerie est également avec nous, bienvenue. Pour vous, la révolution du travail, c'est oui et un grand oui. Et vous êtes patron, donc c'est encore plus intéressant de l'entendre. Vous avez 49 ans, vous vivez à Lyon et vous êtes cofondateur et directeur général de LDLC. C'est un groupe de commerce en ligne. En janvier dernier, vous avez passé tous les salariés à la semaine de 4 jours. Ça n'a pas coûté un centime à l'entreprise et les employés sont même plus performants. Vous allez nous en dire un peu plus sur ce petit miracle. Sont avec vous pour échanger, je le rappelle, sur ce plateau, Sophie Taillé-Polian, sénatrice écologiste du Val-de-Marne, Jérôme Bacher, sénateur LR de l'Oise, et Ludovic Hay, sénateur En Marche du Haut-Rhin. Charlène Simonin, vous entendez tout ce que le Covid a, semble-t-il, bousculé dans la vie de certains. Vous voyez que des milliers, voire des millions de Français s'offrent de nouvelles perspectives. Est-ce que c'est une petite révolution à laquelle vous voyez bien que vous ne pouvez pas participer ? Je le regrette, non, mais c'est une réalité. Nous, ça ne s'applique pas à notre profession, puisque c'est ce que je disais, on accompagne les personnes du lever jusqu'au coucher. Donc, télétravailler, c'est impossible dans le milieu dans lequel j'exerce. Est-ce que vous avez le sentiment, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé, que les inégalités sont en train de se creuser entre ceux qui peuvent participer à cette révolution du travail en cours et ceux qui ne peuvent pas ? Oui, parce qu'après, il y a une question de finances, en fait, et géographique. Moi, j'habite à la montagne, donc je me déplace sur des petites routes de campagne. Il faut qu'on fasse, on a à faire face à la neige, on a à faire face aux kilomètres qu'on fait au long de la journée, les distances géographiques d'une ville à une autre, d'un village à un autre. Donc, on ne peut pas, en fait, penser à tout ça. Et se dire que effectivement on va télétravailler ou même passer à du 32 heures. Mais est-ce que vous aimeriez y monter dans ce train de la révolution du travail qui est en cours ? Est-ce que, par exemple, d'une autre manière, je veux dire, est-ce que ça devrait passer par une hausse de salaire, une meilleure reconnaissance de votre travail ? Est-ce que vous dites, eh oh, nous aussi, on aimerait bien prendre ce train ? Alors oui, on aimerait avoir une meilleure reconnaissance de notre profession, puisque pendant le Covid, en fait, déjà nous, les auxiliaires de vie à domicile, on n'était pas considérés comme soignantes jusqu'à maintenant.
ce qui est triste en fait. Et aujourd'hui, quand on voit le travail que l'on fait, effectivement, on peut se dire que la rémunération n'est pas encore suffisante par rapport au travail qu'on fournit. On commence à 7h30 le matin, on peut finir à 20h30 le soir, on s'occupe de personnes qui, sans nous, ne pourraient pas rester à leur domicile. C'est quand même important à souligner. Donc, oui, on aimerait avoir une plus grande reconnaissance quand même de notre fonction. Sophie Taillé-Polian a quelque chose à vous dire. Oui, bonjour Charlène. Non, mais je suis très marquée par ce que vous dites, parce que on avait juste avant une autre citoyenne qui recherchait du sens et qui était dans une boîte de pub. Et vous dites, le sens, on l'a, et moi j'aime mon travail, et vous êtes ô combien utile et essentiel aux personnes que vous accompagnez au quotidien. Et donc, je pense que voilà, les choses, elles sont bien là. Est-ce que vraiment on a autant de moyens, autant d'argent à donner dans toute cette frénésie de la consommation avec la pub, etc., qui nous envahit tout le temps, qui nous dit faut acheter. Ou est-ce qu'on est dans un autre type de société où effectivement seront reconnus les liens plutôt que les biens, et où on pourra mieux rémunérer les personnes comme vous, leur donner des conditions de travail aussi, préserver leur santé, parce que depuis récemment, les aides à domicile notamment, on a bien noté que les accidents du travail, ça dépasse le BTP. Donc il y a tout un effort de toute la société à faire sur ces questions. Plus qu'une révolution du travail, c'est une révolution des valeurs, non, Ludovic? Et c'est à ça qu'on est en train d'assister? Oui, tout à fait. Bon, là, on est typiquement dans le cas où Charlène effectue, j'appelle pas ça une profession parce que j'estime qu'il y a tellement beaucoup, elles apportent beaucoup plus que le soin. Ma collègue le disait à l'instant, aujourd'hui, dans le milieu du maintien à domicile, qui permet également de faire des économies. Faut quand même pas oublier, aujourd'hui, on parle du Ségur de la santé. Tout ce que font les aides-soignantes dans le maintien à domicile permettrait au moins, devrait au moins leur revenir en partie, parce qu'encore une fois, c'est énorme. Ce qu'on ne dit pas non plus, mais là c'est peut-être un peu anti-écologiste, mais ce sont des professions qui font beaucoup de kilomètres, mais qui n'ont pas le choix. Et qui subissent la hausse des prix de l'essence. De l'énergie. C'est pas anti-écologiste. Et là, pour le coup, mais c'est un besoin qui est justifié. C'est un besoin qui est justifié, c'est d'aller au contact de la personne. Et là, on est totalement, effectivement, dans une profession qui ne rentre pas. Donc peut-être un geste pour ces personnes-là, en particulier, pour les prix de l'essence, par exemple? Bien sûr. Elles feront partie, effectivement, je pense que le chèque anti-inflation va les concerner. À ce que la prime leur soit attribuée automatiquement. Mais encore une fois, là aussi, c'est quelque chose de conjoncturel. Il faut, aujourd'hui, sur ces professions qui apportent beaucoup plus... Excusez-moi, juste pour le parallèle, mais c'est important. Je ne compare pas les aides-soignantes à ça. Mais aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle en milieu rural, on met des automates. Des automates qui permettent de faire de la distribution de légumes, etc. Mais vous regardez aussi ce que peut apporter un maraîcher ambulant. C'est pas du tout la même. Ils donnent la même qualité de marchandises, mais ce qu'ils apportent, c'est bien plus. Ça permet aux gens de sortir, d'échanger. Ce lien social, aujourd'hui, doit être vraiment maintenu. Et quand on parle de télétravail en général, il faut que de toute façon, ce lien social qu'il ait lieu dans les villages, dans les villes ou en entreprise, soit maintenu. C'est essentiel. On est vraiment un carrefour, Jérôme Bacher, de choix de société. Alors oui, on est un carrefour de choix de société, mais c'est aussi un carrefour de choix de ce qu'on leur veut payer ou de ce qu'on peut payer. Pour les aides-soignants et le métier que fait Charlène Simonin est absolument remarquable. On sait qu'on en manque. On manque d'aides-soignants. Alors, deux raisons à cela. La première, c'est l'augmentation de la population qui en a besoin, par isolement, par vieillissement, mais également le manque d'attractivité salariale et la difficulté, parce que ce que vous oubliez de dire, madame, c'est que vous êtes effectivement seul. Vous êtes seul pour le faire et que c'est parce que vous avez reçu une formation que vous avez appris les bons gestes, alors que dans une entreprise, l'obligation de formation, elle est permanente, parce que ne serait-ce que parce que vous cotisez là-dessus. Et aujourd'hui, on ne vous paye que ce qu'on peut vous payer, c'est-à-dire une personne âgée avec un complément de l'ex-APA, pour dire les choses autrement, qui avait été mise en place ici par le sénateur Vassel. Et, voilà, les gens ne s'en souviennent pas, mais c'est un sénateur de l'Oise, donc moi je le connais. Mais sans lui, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tout ça. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la rémunération est trop peu importante et les besoins sont exceptionnels. Et la difficulté du métier est certaine. Alors en revanche, certes, il y a du sens, mais enfin, le sens, il faut quand même bien manger à la fin de la journée. En quelques mots, Sophie Taillé-Polian. Oui, non, mais c'est la raison pour laquelle j'avais proposé un amendement pour faire aussi en sorte que les auxiliaires de vie, quel que soit le statut de leur employeur, puissent bénéficier des primes liées Covid. Ça n'a pas été le cas. Je pense aussi qu'il y a tout un problème, là où on met l'argent public, mais quand on aide des entreprises qui font de la recherche dans la fintech, c'est-à-dire dans les technologies de pointe, pour que la financiarisation de l'économie se poursuive avec des
tas d'innovations dans tous les sens, on choisit de ne pas le mettre dans le soin, on choisit de ne pas le mettre dans la sécurité sociale, on choisit... Voilà, donc c'est pas aussi les mêmes tout montants. Ça, mais c'est aussi tout ça qu'il faut reposer. C'est aussi tout ça qu'il faut reposer. Je suis d'accord, mais c'est pas les mêmes Mais montants. il faut retrouver le sens des choses pour faire en sorte que l'essentiel, on a beaucoup parlé dans cette crise de ce qui était essentiel et de ce qui ne l'était pas, et on a bien vu que les gens comme vous, madame, et comme tant d'autres, étaient en première ligne et qu'il était essentiel de reconnaître leur travail et donc, oui, de le payer davantage, évidemment. On va se tourner vers Michel Hermé. Michel Hermé, la révolution de notre rapport au travail, vous ne la voyez pas d'un très bon œil. Dans la restauration, il n'y a plus de main-d'œuvre. Vous dites même que les gens se sont habitués, ça va vous plaire, Sophie Taillé-Polian, se sont habitués à être payés, à rester chez eux pendant la crise. Vous êtes en colère ? Mais je ne suis pas très en colère, je suis très anxieux et je suis très pessimiste pour l'avenir de notre profession. J'entends la profession, je gère un restaurant style brasserie avec une convivialité, avec un savoir-vivre, avec une philosophie très humaniste, que ce soit envers le personnel ou que ce soit envers les clients, parce que tous les clients, je les salue, comme tout mon personnel, et j'ai 12 personnes dans le restaurant, et le recrutement actuellement est en panne sèche. Nous avons personne pour répondre à la demande du service, des cuisines. L'été dernier, j'ai dû fermer un jour de plus. J'ai des confrères qui doivent réduire leurs activités ou qui doivent cesser leur activité à cause de cela. Donc c'est un problème qui est extrêmement grave, dont j'entends pas trop parler sur les journaux. Je regarde un petit peu l'actualité, on parle de beaucoup de choses, mais ça me paraît être un problème fondamental. Le travail, on a un métier de passion, un métier de convivialité, et j'arrive pas à comprendre comment on en arrive là, parce que je dois quand même vous dire que les employés compétents, je sais les garder. Et le problème dont souffre la profession actuellement, c'est la compétence que l'on ne trouve pas suffisamment dans nos métiers. Alors, question, à quoi donc servent les écoles hôtelières? Manque-t-il de formation? Mais je ne pense pas, parce qu'à tous les coins de rue, on a des centres de formation qui coûtent extrêmement cher. Donc, je suis très anxieux pour répondre à votre question. On a un métier de passion, mais est-ce qu'elle est toujours là, cette passion? On sait aussi que la restauration, c'est un métier difficile, dans des conditions de travail difficiles. On travaille à l'heure où les gens se réunissent en famille, entre amis et mangent. Est-ce que vous ne voyez pas aussi une nouvelle génération qui a envie d'autre chose? Alors oui, on constate bien cela, mais le problème qui se pose actuellement, c'est qu'il va y avoir deux styles de restauration dans l'avenir. Il va y avoir les chaînes avec les gens qui vont aller travailler là et qui vont faire 6 heures, 8 heures par jour. Donc il va y avoir des restaurations de chaînes, et il va y avoir la restauration gastronomique qui va coûter de plus en plus cher. Mais là, on est à un tournant. Je pense qu'on est à un grand tournant de notre vie professionnelle. Alors, Sophie Taillé-Polian voulait réagir d'abord et ensuite Jérôme Bascher. Oui, non, mais je crois que ce qui s'est quand même passé dans la filière de la restauration, après vous me direz, Michel, parce que je ne suis pas à votre place et je ne suis pas une professionnelle de ce secteur, mais ce que j'ai entendu quand même, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient précaires, en fait, qui avaient beaucoup de compétences, qui étaient extras, etc., etc. Avec cette crise où on ne savait pas, les restaurants, ils ont ouvert, fermé, rouvert, puis refermé très longtemps, etc. Il y a eu beaucoup de reconversions. Et donc des gens qui ont cherché aussi une vie peut-être un petit peu plus stable. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un vrai travail de branche à fournir en se disant voilà quelles sont les conditions de travail qu'on offre, les salaires, les types de contrats, etc. pour faire en sorte que on retrouve parce que je crois que la passion française pour se mettre autour d'une table et puis bien manger tout ce qu'on produit dans nos terroirs, elle est toujours là. Mais et voilà, donc je vois aussi sauf que les métiers de restauration, c'est pas seulement mais c'est quand même des métiers de restauration, c'est quand même des métiers, faire la plonge, c'est des métiers difficiles. Donc comment est-ce qu'on fait pour retrouver, je dirais, cet état d'esprit-là aussi, avec des conditions de travail et d'emploi qui soient peut-être moins précaires, etc. Parce que c'est aussi ça qui a été révélé par la crise. Et puis par contre, moi, je suis pas d'accord avec vous, parce que moi, le fait d'entendre qu'il y a 300 000 emplois qui sont pas pourvus, etc., moi, je l'entends tout le temps. 300 000 emplois, plusieurs millions de chômeurs. Bon, de toute manière, la marche est quand même haute. Michel Hermé, vous voulez répondre peut-être? Oui, moi, ce que j'entends de chez les confrères et de bon nombre de personnes, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de différence entre
un salaire et une personne qui reste au chômage. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à rester chez soi et aller travailler comme ça, plutôt que d'avoir un poste à temps plein. Et je pense que là, il y a un véritable problème à ce niveau-là, parce que je vois que sur le plan régional, nous avons 8% de chômage. Et il y a quelque chose qui, pour moi, est aberrant et à la fois indécent. Indécent quand des personnes comme moi et bon nombre de mes confrères sont dans le même cas et quelquefois dans le pire des cas, donc ont du mal à digérer qu'il y ait autant de gens qui restent sur le bord de la route et que nous trouvons personne à qui donner du travail. Quelqu'un qui a fait 2 ans de chômage, vous pourriez l'embaucher sans problème, Michel Hermé? Alors, à l'heure actuelle, je vais vous dire, madame, que nous embauchons le premier qui se présente ou la première qui se présente, s'il y a une motivation et s'il y a une volonté de travailler. Parce que, justement, les produits de ces formations qui coûtent très cher et de ces écoles hôtelières, nous n'en avons pas sur le terrain. Et y compris mes confrères de la gastronomie. Vous savez qu'il y a quelques années, il y avait une file d'attente pour aller travailler dans les restaurants, macarons Michelin, 2 macarons et 3 macarons. Et ces gens-là, maintenant, dans les plus grands restaurants de France, sont dans la peine pour recruter. Donc ça veut dire que le niveau de qualité des prestations va être en baisse. C'est ça ma grande inquiétude, c'est qu'on ne pourra pas maintenir un degré qualitatif sur un moyen ou long terme si la situation perdure. Jérôme Bacher et Ludovic Hay. Oui, on avait l'avers de la médaille tout à l'heure avec Marion Brideau qui nous disait moi j'ai choisi de changer de vie pour être plus en harmonie. Le revers de la médaille, moi je l'ai vu aussi dans ma commune, à Senlis. Je prenais chez mon restaurateur qui faisait des plats à emporter de temps en temps pour le faire travailler. Et puis pendant tout le confinement, il avait son deuxième de cuisine qui était là. Et puis le jour de la réouverture, son deuxième de cuisine lui dit je vais faire autre chose. J'ai compris que je voulais faire autre chose. Et c'est vrai est-ce que ça doit supposer une remise en question de la branche? C'est un peu la question. C'est effectivement un vrai sujet pour la branche restauration-hôtellerie. Mais ça veut dire que pour trouver la compétence, il faut la payer et il faut la surpayer sans doute aujourd'hui parce que les gens n'ont plus envie de ce rythme de vie où le samedi soir on travaille, évidemment. Donc, mais surpayer, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien augmenter les prix dans les restaurants et donc vous choisissez du coup une autre clientèle. Et la fameuse convivialité dont Michel Hermé fait évidemment la promotion. Comment ne pas le faire quand on est comme vous passionné? Elle risque de ne plus y être. On risque d'avoir aussi un filtre par l'argent entre ceux qui pourront avoir, et vous l'avez dit, de la compétence et la restauration qualitative, et puis le service de bouffe. Moi, je vais le dire tout à fait comme ça, pour manger, parce que j'en ai quand même besoin pour travailler. Et là, on ne sera pas dans les produits qualitatifs, on ne sera pas dans les produits bio, on ne sera pas dans le service à la française, on ne sera pas dans la convivialité, mais on sera dans le sous-service sous-payé. Je vous laisse rebondir en une seconde, Sophie Taillé-Polion, et ensuite Ludovic. Oui, alors on a essayé d'augmenter les salaires dans la restauration. C'était Nicolas Sarkozy qui avait dit on va baisser la TVA et donc ça va revenir aux salariés. Ça a disparu, ça n'a pas revenu aux salariés, c'est allé dans les marges des restaurateurs. Donc il y a peut-être des questions à se poser. Ludovic. Pas que. Oui, là c'est vrai qu'on est sur un sujet qui va un petit peu au-delà du télétravail et même de l'hôtellerie, puisque je réagis au propos de M. Hermé qui parlait tout à l'heure du goût de l'effort. Et je crois que je fais encore partie moi, de la génération où effectivement on nous demandait de faire nos preuves avant même de parler avantage, voire jour de télétravail. Et ça, je crois que aujourd'hui, moi ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je suis sénateur, ça fait un peu plus d'1 an que je rencontre des entrepreneurs et ils sont effectivement tous en recherche d'effectifs. Et ce que vous disiez, M. Hermé, est tout à fait vrai. Aujourd'hui, ils ne demandent même plus de CV. Ils me disent, moi, si des jeunes veulent venir demain, ils se présentent à 7h devant la porte et je les embauche. Après, la question de la fidélisation et de la formation est un vrai sujet. Mais je crois qu'aujourd'hui, lorsque le président de la République a parlé de travail et de mérite, de remettre ces deux valeurs au goût du jour, c'est un vrai sujet qu'il faut pouvoir parler aujourd'hui. Michel Hermé, vous voulez réagir en une seconde avant de nous tourner vers Olivier de la Clergerie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec monsieur le sénateur qui veut promouvoir le mérite et le travail. Je suis à fond pour cela. Et quant au salaire, bien évidemment, ceux qui méritent le plus, c'est-à-dire ceux qui sont dans la maison, qui ont toutes les compétences requises pour effectuer un travail, ceux-là, il faut valoriser les salaires. Et c'est ce que je fais chez moi, mais il n'y a peut-être pas assez d'écart entre ceux qui débutent, qui ne savent rien faire. Le premier qu'on embauche, là,
qui va être chez nous à 1 500 € net. C'est quand même plus de 2 000 € pour une entreprise. C'est pas rien, c'est pas anodin. Et puis, il vaut mieux travailler dans un restaurant que d'aller ramasser des poubelles, me semble-t-il. Moi, il y a plus de qualité de vie. Et puis, en plus de la convivialité, il y a tout le réseau relationnel qu'on peut avoir dans ce formidable métier. Une seconde, Jérôme Bachat. Je retiens juste de ce que vient de dire Charlène Simonin comme Michel Hermé, on a quand même un vrai sujet sur les salaires pour ces personnes. Alors, Olivier de la Kergerie, on se tourne vers vous. Votre frère et vous, en tant que PDG et DG, directeur général, vous avez anticipé cette révolution du rapport au travail. Vous avez passé vos salariés à la semaine de 4 jours payés 5. Alors, évidemment, ce n'est pas commun comme démarche venant de patrons. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Effectivement, nous sommes passés à la semaine de 4 jours, sans baisse de salaire, hein, c'est important, avec une volonté derrière tout ça qui est le bien-être au travail. Alors on parle beaucoup de bien-être au travail, on parle beaucoup de qualité de vie au travail, et en fait, pour nous, un constat simple a été fait, c'est que le rythme de vie des collaborateurs était devenu infernal, parce que c'est le rythme de vie d'ailleurs de tout le monde. Le week-end n'était plus une période de repos. En fait, le week-end, on finissait par faire ce qu'on n'avait pas pu faire l'ensemble de la semaine. Et alors, les cadres pouvaient éventuellement poser des RTT pour essayer de s'arranger. Mais finalement, la vie pendant la semaine, c'était une course constante. Le soir, quand on rentrait, il faut s'occuper des enfants, il faut les coucher, il faut faire les devoirs. En fait, les personnes n'avaient plus le temps pour elles et ne pouvaient plus profiter de leur vie correctement. Alors, donc, il y a eu un vrai enjeu pour nous de rajouter une semaine de repos dans la semaine pour redonner le temps aux gens de respirer, de recharger les batteries et de pouvoir en fait travailler dans de bonnes conditions, des conditions reposées, et ceci sans leur imposer une baisse de salaire. Alors, on entend votre discours et il ne peut que séduire évidemment tous les citoyens et citoyennes que nous sommes, mais j'imagine que vous ne l'avez pas fait que pour le bien-être de vos salariés. Peut-être y a-t-il eu un intérêt économique aussi pour l'entreprise, non ? Alors, il y a un intérêt économique indirect, on va dire, puisque lorsque nous avons décidé de mettre en œuvre cette démarche, nous pensions que cette démarche allait coûter de l'argent à l'entreprise. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas de baisse de salaire, de baisse de rémunération pour les collaborateurs. Il y avait une baisse de durée de temps de travail pour les collaborateurs qui ne sont pas cadres, qui passaient de 35 heures à 32 heures. Et donc, on pouvait imaginer effectivement qu'un certain nombre d'embauches de surcoût allaient être opérées pour pouvoir faire face à cette diminution de temps de travail. La réalité est, on avait prévu environ un peu plus d'1 million d'euros, entre 1 et 2 millions d'euros de dépenses pour environ 800 collaborateurs concernés, hein, quand même. Donc voilà, donc ça n'était pas négligeable. La réalité, c'est qu'en fait, cette qualité de vie au travail et ce bien-être a fait que les coûts envisagés par l'entreprise n'ont pas eu lieu, puisque les collaborateurs étaient dans de meilleures dispositions et remplissent en fait la même quantité de travail, on va dire, dans un horaire plus restreint, sans être stressés ou fatigués. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on les interroge, quand on leur demande, ils se sentent finalement mieux que lorsqu'ils faisaient le même travail dans une durée plus longue. Alors, votre discours semble agacer beaucoup le sénateur Jérôme Bachet. Je vais vous donner la parole pour que vous vous exprimiez, mais il semblerait que la semaine de 4 jours à 32 heures fonctionne. En tout cas, là, ici, mais ça fonctionne. Ça s'appelle la productivité du travail. Alors, réussir à avoir fait 10% de productivité du travail en ayant changé une journée sur 5, donc sur 20% en vérité de journées travaillées, vous n'avez pas fait un grand exploit. Je suis obligé de vous le dire. Hein. C'est juste la norme. C'est la norme historique de la productivité. Faisons-le partout, Jérôme C'est la Bachet. norme historique de la productivité. Alors pourquoi on passe pas tout le monde à 32 heures ? Mais parce qu'on ne peut pas faire ça. Demandez à Charlène Simonin de passer à 32 heures. Demandez-lui. Et forcément, il y aura des personnes qui ne pourront pas être soignées. Olivier de la Clergerie ? Mais on embauchera. Je peux répondre à ce point-là. Nous ne pensons pas avoir fait ni d'exploit ni de quoi que ce soit. Hein. Nous constatons juste que nous avons amélioré la qualité de vie et le bien-être de nos salariés et qu'ils le rendent à l'entreprise. C'est le sujet principal. Ensuite, nous ne disons pas non plus que ce que nous avons fait doit être appliqué de manière générale à l'ensemble des entreprises, parce que ça ne peut pas s'appliquer à l'ensemble des entreprises. Si on cherche à faire un modèle unitaire et unique pour tout le monde, nous ne pensons pas que ça fonctionnera.
Par contre, je pense que la démarche que l'on fait montre que chaque entreprise, si elle fait attention à la qualité de vie au travail, au bien-être, à l'engagement de ses salariés, quelle que soit la manière dont elle souhaite le faire, elle aura un retour sur investissement. Nous, aujourd'hui, ce que nous souhaitons communiquer, c'est que 4 jours, ça fonctionne. Ça peut fonctionner pour les entreprises, ça améliore grandement la qualité de vie au travail. Est-ce que c'est pour tout le monde ? Non, ça ne peut pas être pour tout le monde, comme le télétravail ne peut pas être pour tout le monde. Enfin, je ne cherche pas à faire un débat idéologique, et ce n'est pas le but, mais par contre, nous avons vraiment la volonté de montrer que cela est possible, cela existe, et qu'il faut envisager toutes les organisations de travail possibles. Alors, je vous le dis ou pas qu'ils ont aussi mis en place les congés illimités pour ceux qui ne voulaient pas passer aux 4 jours, mais rester sur 5 jours. Ils ont mis en place un système de congés illimités sans validation par le chef sur la base de la confiance. Sophie Taillé-Polian. Non, mais je crois que là, on démontre que tout ce qu'on nous dit, on peut jamais. En fait, on peut, mais après, il faut effectivement peut-être pas refaire des lois de bas en haut qui ont du mal à être appliquées. Il faut une adaptation à la réalité. Mais Jérôme Bascher disait, c'est la productivité, etc. Mais enfin, ces 20 dernières années, la productivité, elle n'est jamais allée aux salariés, elle est toujours allée aux actionnaires, dans la plus grosse proportion. Et ça, c'est en France et c'est dans tous les pays. Donc moi, je crois qu'effectivement, il est temps de mieux redistribuer les choses entre le capital et le travail, pour employer des grands mots, et faire en sorte que les salariés soient mieux rémunérés et mieux entendus et mieux respectés. Globalement, il y a des tas d'entreprises où ça se passe très bien, mais il y en a aussi d'autres où on sait c'est conflictuel. Donc il y a nécessité de travailler à des cadres de travail qui valorisent les salariés. Et moi, je pense que que Charlène, elle serait très contente de travailler moins si elle peut gagner autant, ça c'est sûr. Et par ailleurs, je pense que ça lui permettrait de travailler plus longtemps, parce qu'elle a un métier usant, elle a un métier fatigant. Et donc, à un moment donné, elle risque d'avoir, et elle le sait aussi, des difficultés à poursuivre au-delà de 55 ans. Donc, c'est aussi la question de savoir comment est-ce qu'on organise le travail et éventuellement la réduction du temps de travail sur une vie. Moi, j'entends tout le temps qu'il faut aller retarder l'âge de la retraite. Moi, je ne crois pas. Je crois que sur certains travaux pénibles, il faudrait avancer l'accès à la retraite. Quand il y a de la pénibilité qui après, en fait, rend les gens dans l'impossibilité de continuer. Ça, je le sais très non, bien. parce que la réduction du temps de travail, ça peut être à la semaine, ça peut être au mois, à l'année, mais c'est aussi une question sur la vie. Ludovic Hay. Moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'on est encore en train de payer le passage à 35 heures. Donc, évidemment, je ne vais pas non plus vous demander de travailler moins. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un phénomène de relance qui a été accompagné par l'État et c'est une très bonne chose. Mais ça passera aussi par une productivité plus importante. Enfin, ce que dit Olivier de la Clergerie, c'est que ça ne s'adapte pas à tout et tout le monde. Tout à fait. Mais que donc, potentiellement, ça peut s'adapter à un peu plus que le nombre de personnes d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il est déjà important aujourd'hui de pouvoir essayer de mettre tout le monde sur un pied d'égalité avant de trop pousser dans le degré d'autonomie de certaines professions. Jérôme Bascher. Ce que moi je retiens de très très positif d'Olivier de la Clergerie, il ne faudrait pas qu'il croie que j'étais pas content, mais je voulais juste replacer un peu les choses d'une manière statistique sur productivité. C'est le fait que dans son entreprise, il a choisi d'adapter les différentes fonctions que aujourd'hui la législation lui permet pour laisser de la souplesse. Et voilà. Donc moi, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est au plus près de l'entreprise qu'il faut pouvoir choisir les rythmes de travail. On ne fait pas la même chose. Il l'a bien dit d'ailleurs, suivant son type de salarié, les cadres, les non-cadres. Et donc, c'est au plus près qu'il faut pouvoir laisser la décision se faire. On ne peut pas le dire, on va fermer tous les midis et tous les soirs dans un restaurant. Voilà. Donc, il y a les lois et il y a ce qu'on adapte. Qu'est-ce que vous retiendriez, vous, de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui ? Je crois que c'est quelque chose que j'ai proposé à l'État, notamment au gouvernement. Ce serait peut-être d'organiser aujourd'hui, comme on fait des états généraux de la justice, ce serait peut-être de faire des états généraux du télétravail. C'est un vrai sujet. On ne peut pas considérer ce sujet comme un épiphénomène. Aujourd'hui, on voit bien que ça touche l'organisation, la vie quotidienne de millions de Français. Ça touche l'immobilier d'affaires. Les quartiers d'affaires sont en train d'être revus, totalement repensés. Ça induit des changements dans nos habitudes de consommation, puisque les gens sont à la maison et consomment autrement et peut-être moins. Ça concerne également, ça l'ancien maire que je suis, la répartition géographique de nos concitoyens. Aujourd'hui, certains couples s'installent dès lors qu'il y a la fibre, s'installent en milieu rural. Ce sont des nouveaux enfants qui arrivent dans les écoles, c'est un vrai plus. Donc aujourd'hui, on voit bien que ça touche énormément de domaines de la société. Et encore une fois, je ne voudrais pas qu'on le traite comme un épiphénomène, quelque chose de conjoncturel. Il y a vraiment nécessité de mettre un certain nombre d'acteurs autour d'une table et de vraiment se poser la question de faire perdurer ou non le télétravail. Votre conclusion, quelques secondes, Sophie Taillé-Polian ? Bien juste qu'il ne faudrait pas laisser se produire une aggravation des inégalités. On voit effectivement des Françaises et des Français qui ont la possibilité de prendre des risques,
de modeler le temps, leur rapport au temps, leur rapport à là où ils habitent, parce qu'ils ont les moyens de cette prise de risque. Et puis on a d'un autre côté des Français qui n'ont en fait pas possibilité, parce qu'ils ne peuvent se permettre de prendre aucun risque. Parce qu'ils sont à l'euro près quand ils gèrent leur budget. Et donc, c'est ce à quoi il faut essayer de travailler, que dans notre pays, les inégalités n'arrêtent de se creuser et même se résorbent. Alors peut-être vers des états généraux du travail et non du télétravail. Merci en tout cas à tous les trois et merci à nos 3 citoyens, citoyennes d'avoir participé à cette émission, de nous avoir là aussi livré un peu de vos vies, de vos quotidiens respectifs. Merci beaucoup d'avoir participé à Dialogue Citoyen et merci bien sûr à vous de nous avoir suivis. Comme chaque mois, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur le site de Public Sénat, publicsénat.fr. À très vite.